Alerte bancaire, 100 000 € de dette. À l'agence, mes parents exigent que je paie pour ma sœur. Mais en voyant le numéro de ma mère sur le dossier, le directeur se fige et lâche un seul mot devant eux, fraude. La vibration de mon téléphone portable contre l'îlot de cuisine en granit a percé le doux bourdonnement du réfrigérateur. L'horloge numérique du micro-ondes affichait exactement 7 heures du matin. Quand votre téléphone sonne à cette heure-là et que l'identifiant d'appel affiche le numéro du siège du Crédit Méridien, vous ne laissez pas l'appel basculer sur la messagerie vocale. J'ai glissé mon pouce sur l'écran. C'est Céline. Céline, c'est David Laurent, le directeur de l'agence du centre-ville. Sa voix était dépouillée des habituelles formules de politesse bancaire que nous échangions lors de l'examen de mon portefeuille. Elle semblait tendue, filtrée par une couche de panique institutionnelle. Je sais que c'est avant les heures d'ouverture, mais j'ai besoin que vous me confirmiez que vous êtes dans un endroit sûr. J'ai besoin que vous vous asseyiez. Je ne me suis pas assise. J'ai tendu le bras et éteint le moulin à café. Je suis debout, David, ai-je dit, la voix parfaitement neutre. Dites-moi ce qu'il y a sur votre écran. J'ai entendu le lourd clic d'une souris mécanique à travers le combiné. Notre division automatisée des fraudes a initié un verrouillage strict de votre profil à 3 heures ce matin, a-t-il dit en parlant rapidement. Céline, il y a exactement 100 000 € de dette de carte de crédit enregistrée sous votre numéro de sécurité sociale. Le compte a été ouvert il y a 22 jours, a bénéficié d'une approbation accélérée pour une carte de niveau prestige, et a été complètement vidé ce week-end via une série de transactions dans le commerce de luxe et des acomptes auprès de fournisseurs à haut rendement. La lumière du matin qui filtrait par la fenêtre de ma cuisine m'a soudain paru trop crue. Je n'ai pas lâché le téléphone. Je ne lui ai pas demandé comment l'univers pouvait permettre qu'une telle chose se produise. J'ai contourné le choc émotionnel pour passer directement à la logistique. Mes dossiers de crédit à la Banque de France et aux agences d'évaluation sont gelés depuis 4 ans, ai-je déclaré froidement. Je n'ai soumis aucune demande de prêt depuis l'achat de ma maison. Je sais, a répondu David, baissant la voix presque jusqu'au murmure. C'est pourquoi je vous appelle directement au lieu de laisser cela partir dans la file d'attente du service des fraudes. La demande a contourné la suppression des enquêtes de crédit parce que le demandeur a soumis une dérogation de vérification interne basée sur votre historique irréprochable chez nous. Et Céline, les individus qui utilisent cette carte sont dans mon hall en ce moment même, exigeant que je lève le gel de sécurité pour qu'ils puissent faire passer un dernier virement bancaire. Mes doigts se sont resserrés sur le bord du plan de travail en granit. Qui se trouve exactement dans votre hall? Un homme et 2 femmes. Ils disent détenir des cartes d'utilisateurs autorisées liées à votre profil principal. Ils se sont identifiés comme étant vos parents et votre jeune sœur. Ils sont actuellement en train de menacer mes guichetiers d'une plainte officielle au siège si je ne débloque pas les fonds pour une caution de bail commercial. Ils n'avaient pas volé une entreprise sans visage. Ils m'avaient volé, moi. Ne levez pas le gel, ai-je dit. Ne montrez aucun signe indiquant que vous m'avez parlé. Je pars de chez moi maintenant. Je n'ai pas appelé mes parents pour hurler. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma sœur pour exiger des explications. Le bruit et l'hystérie sont les armes sur lesquelles s'appuient les coupables pour brouiller les pistes. Moi, je m'en remets aux documents écrits. Je me suis dirigé directement vers le coffre-fort de mon bureau à domicile, j'en ai extrait mon passeport physique, ma carte de sécurité sociale originale et mon permis de conduire, et je les ai scellés dans une pochette porte-documents en plastique rigide. Le trajet jusqu'au centre-ville m'a pris 18 minutes. J'ai gardé les 2 mains sur le volant, regardant la circulation grise du matin défiler derrière le pare-brise. La panique est un luxe réservé aux gens qui ont des filets de sécurité. Moi, je n'avais qu'une trace écrite. Quand je me suis garé sur le parking du Crédit Méridien, j'ai immédiatement repéré leur véhicule. La lourde berline de luxe de mon père et le SUV de ma sœur occupaient les places de choix réservées aux visiteurs, au plus près de l'entrée vitrée. J'ai franchi les lourdes doubles portes juste au moment où le vigile armé déverrouillait les grilles principales des guichets. Les sols en marbre poli amplifiaient le bruit de mes talons, mais mes yeux se sont immédiatement verrouillés sur la zone d'attente devant le bureau du directeur de l'agence. Ils étaient là. Ma mère, Béatrice, était assise sur un canapé en cuir, lisant nonchalamment un magazine financier comme si elle attendait un soin au spa. Mon père, Richard, faisait les 100 pas devant la porte en verre dépoli de David, regardant sa lourde montre en argent avec une expression d'irritation professionnelle fabriquée de toutes pièces. Et ma jeune sœur, Chloé, se tenait près de la machine à café.
Elle était enveloppée dans un manteau en pure laine de Vigogne coupé sur mesure, qui conservait encore le tombé rigide d'un achat fraîchement déballé. Un sac à main de créateur structuré reposait sur la table en marbre à côté d'elle, scintillant sous les néons. Il portait ma cote de crédit sur eux. Béatrice m'a vu la première. Elle n'a pas tressailli. Son visage s'est instantanément composé en un masque de lassitude et de patience maternelle. L'expression exacte qu'elle utilisait chaque fois qu'elle avait besoin qu'un public croie que j'étais le problème. Elle s'est levée avec souplesse, lissant le devant de son chemisier en soie. Céline, ma chérie, a soupiré Béatrice, plaçant sa voix assez fort pour que les deux guichetiers qui organisaient leur tiroir-caisse puissent l'entendre clairement. Tu sais, il n'y a absolument aucune raison que tu sois là à faire une scène. David n'aurait pas dû te déranger ce matin. L'entreprise de décoration d'intérieur de Chloé a rencontré un petit obstacle de trésorerie et les prêteurs commerciaux se sont montrés complètement déraisonnables. Elle mérite de l'aide, pas toi. Tu as déjà une carrière brillante et une maison magnifique. Je me suis arrêté de marcher. Je n'ai pas élevé la voix pour me mettre au niveau de son théâtre. J'ai regardé le manteau à 5000 € sur les épaules de ma sœur, puis je suis revenu à ma mère. L'audace pure et étouffante de son ton flottait dans l'air stérile du hall. Elle venait d'avouer un crime pénal majeur avec le ton d'une femme expliquant pourquoi elle avait emprunté un appareil électroménager. Richard ne s'est même pas tenu droit. Il s'est adossé à la cloison vitrée et a laissé échapper un souffle épuisé. Ne transformons pas ça en une procédure judiciaire. Nous avons obtenu un crédit relais en utilisant ton profil. Nous couvrirons les paiements minimums jusqu'à ce que l'entreprise de Chloé devienne rentable. Tu te débrouilleras en attendant. Tu le fais toujours. Maintenant, entre là-dedans et autorise le déblocage pour que nous puissions reprendre le cours de notre journée. Chloé a fini par lever les yeux de son téléphone, levant les yeux au ciel comme si ma présence était un inconvénient. Franchement, ton taux d'utilisation de crédit était pratiquement à 0. Ce n'est pas comme si tu t'en servais. Je ne sais pas pourquoi tu te montres aussi territorial. Il croyait vraiment que le fait de partager le même sans leur accorder une immunité face au code pénal. Il croyait que la banque n'était qu'un salon de plus où il pouvait manipuler le récit jusqu'à ce que je capitule simplement pour préserver la paix. La porte en verre des polices est ouverte. David Laurent se tenait sur le seuil, son costume sur mesure impeccable, son expression strictement procédurale. Il a regardé mes parents, puis a croisé mon regard. Je suis passé devant mon père sans dire un mot et je suis entré dans le bureau. Alors que je me dirigeais vers la chaise face à son lourd bureau en chêne, Béatrice a essayé de se glisser par l'embrasure de la porte derrière moi, ses talons claquant agressivement sur le carrelage. Je dois participer à cette réunion, a annoncé Béatrice en plaçant une main manucurée à plat contre le cadre de la porte. Je gère cette transaction, et ma fille est clairement confuse quant à notre arrangement familial. David n'a pas scié. Il a placé sa propre main contre le bord de la vitre. Madame, vous n'êtes pas la titulaire principale du compte. Si vous franchissez ce seuil, je ferai appel au vigile armé pour vous expulser des locaux. La mâchoire de Béatrice s'est décrochée. Pour la première fois de la matinée, son masque arrogant a glissé. Elle a fait un pas en arrière et David a tiré la lourde porte pour la fermer, la verrouillant d'un clic sec et définitif. Le silence à l'intérieur du bureau était absolu. David a contourné son bureau. Il n'a offert ni excuse ni platitude de service client. Il a tapé sur sa barre d'espace, sortant ses 2 écrans de veille. J'ai le fichier original de la demande numérique ouvert juste ici, a dit David, sa voix tombant dans un murmure grave et sérieux. Il a été soumis en ligne il y a exactement 22 jours. Parce que votre historique de compte courant d'entreprise existant au Crédit Méridien est irréprochable, le système a utilisé un code de dérogation généré à partir d'une correspondance de profil reconnue. J'ai dézippé ma pochette en plastique rigide et j'ai posé mon passeport et mon permis de conduire à plat sur le bois poli. Je veux voir exactement comment ils ont contourné l'authentification à double facteur, ai-je dit. David a légèrement orienté son écran de droite vers moi, et l'écran a affiché une grille grise dense de champs de candidature, d'horodatage de protocoles Internet et de données de contact. Lorsque notre service des fraudes a signalé le virement commercial la nuit dernière, ils ont tenté d'appeler le titulaire principal du compte pour vérifier la transaction, a expliqué David. Mais ils ne vous ont pas jointe. J'ai regardé l'écran. Le nom en haut de la demande était le mien. Le numéro de sécurité sociale était le mien. La date de naissance était la mienne.
Mais les coordonnées de contact ne l'étaient pas. David a fait défiler la page jusqu'à la section du contact principal. Il n'a pas pointé du doigt. Il a simplement laissé les données brutes parler d'elles-mêmes. Il a tourné l'écran vers moi et a demandé « Pourquoi le numéro de téléphone de votre mère est-il indiqué comme étant le vôtre ?» J'ai fixé les 10 chiffres qui brillaient sur le moniteur. Ce n'était pas une faute de frappe. C'était l'architecture d'un piège. Ils n'avaient pas seulement emprunté mon nom, ils avaient acheminé tous les codes de sécurité de la banque directement dans la poche de ma mère, s'assurant que mon téléphone ne sonnerait jamais pendant le processus d'approbation. Parce que, ai-je dit calmement, elle avait besoin d'intercepter les SMS d'approbation. La mâchoire de David s'est contractée. Il a cliqué sur un onglet secondaire intitulé « Vérification d'identité ». Si elle a modifié le numéro de contact pendant le processus de demande pour contourner le gel, a murmuré David en tapant rapidement, l'algorithme du système aurait exigé une vérification visuelle secondaire. Une pièce d'identité avec photo délivrée par l'État pour prouver que vous aviez autorisé la modification des données. Il a appuyé sur la touche Entrée. Une image numérisée en haute résolution s'est chargée au centre de son écran. David l'a fixée pendant 3 longues secondes. La posture rigide d'un directeur de banque chevronné s'est évaporée alors qu'il réalisait exactement jusqu'où allait la fraude, et exactement ce que ma famille avait soumis à une institution financière assurée par l'État. Il a regardé l'image téléchargée, puis a baissé les yeux vers la véritable carte d'identité physique que je venais de poser sur son bureau. Il a tourné le moniteur d'1 centimètre supplémentaire vers moi, exposant le document numérisé. « Céline » a-t-il chuchoté. Regardez l'adresse et la signature sur cette pièce d'identité téléchargée. Je me suis penché en avant. Le visage sur l'écran était le mien, tiré d'une vieille photographie, mais l'adresse indiquée n'était pas celle de ma maison. C'était l'adresse exacte du cabinet d'architecture de mon père. Et la signature en bas n'était pas une imitation soignée de mon écriture. C'est la signature de ma mère, ai-je dit, la voix complètement plate. Elle n'avait même pas essayé de s'entraîner à imiter mon nom. Béatrice était tellement isolée par sa propre arrogance, tellement convaincue que les systèmes numériques du monde n'existaient que pour faciliter sa convenance, qu'elle avait tout simplement signé de son propre nom sur une fausse carte d'identité de la République française portant ma photo. David Laurent s'est adossé à son lourd fauteuil en chêne. L'attitude polie et conciliante d'un directeur d'agence s'est évaporée instantanément. Il était désormais un professionnel de la banque face à une faille de conformité massive exécutée au sein de son institution. Cela élève la situation d'une utilisation familiale non autorisée à une usurpation d'identité synthétique et une escroquerie financière majeure, a murmuré David, ses yeux restant rivés sur le scan haute résolution. Parce que votre historique avec le Crédit Méridien est irréprochable, l'algorithme a fait confiance à la demande initiale, mais la différence d'adresse a déclenché un protocole de vérification secondaire. C'est pourquoi ils ont dû télécharger la pièce d'identité et le numéro de téléphone, ai-je demandé, gardant mes mains parfaitement immobiles sur le bord du bureau. Une fois que le système a accepté la fausse pièce d'identité, il a permis au demandeur de mettre à jour le numéro de contact principal directement vers le téléphone portable de Béatrice, a expliqué David. Ses doigts ont volé sur son clavier, ouvrant le journal d'audit du système. Elle a intercepté les codes SMS d'authentification à double facteur. Elle a autorisé la nouvelle carte de niveau Prestige et a approuvé l'expédition accélérée directement vers les bureaux du cabinet d'architecture de votre père. Vous avez été complètement exclu de la trace écrite dès le premier jour. Je n'ai pas demandé comment ma propre famille pouvait me trahir. Je n'ai pas pleuré. J'ai dézippé la pochette en plastique rigide que j'avais apportée de mon coffre-fort, j'en ai sorti un carnet relié en cuir et j'ai cliqué sur mon stylo. La documentation est la seule armure qui compte quand on a affaire à des gens qui réécrivent l'histoire pour se faire passer pour des victimes. Montrez-moi le registre, David, ai-je dit froidement. Je veux voir exactement comment ils ont réussi à épuiser un plafond de 100 000 € en 22 jours. Il a cliqué sur un onglet intitulé Historique des transactions. Une liste en cascade de dépenses a rempli son deuxième écran dans une police rouge brutale et sans complaisance. J'ai lu les lignes avec une froide précision, 14 000 € dans un showroom de décoration d'intérieur haut de gamme, 9 000 € chez un détaillant d'électronique de luxe, 6 000 € dans un spa haut de gamme. J'ai pensé à Chloé debout dans le hall, drapée dans son manteau immaculé en laine de Vigogne, un sac de créateur structuré posé sur la table en marbre à côté d'elle. Il n'avait pas volé mon identité pour survivre à une urgence médicale ou à une expulsion soudaine. Il l'avait volé pour financer une folie des grandeurs. Mais la dernière ligne,
qui brillait en jaune vif tout en haut de l'écran, était la raison pour laquelle ils étaient assis dans le hall à 7 heures du matin. Statut, retenu en attente d'examen pour fraude. Montant, 45 000 €. Type, virement bancaire. Où allait ce virement, David, ai-je demandé, mon stylo planant au-dessus du papier du carnet. Il a cliqué sur les détails d'acheminement. Un nouveau panneau s'est ouvert, affichant l'institution bénéficiaire et le nom du compte récepteur. La destination est un compte de holding commercial chez Fidélité Littoral, a lu David, son ton devenant clinique. Le nom du bénéficiaire est Chloé Décor SARL. La toute nouvelle entreprise de décoration d'intérieur inexistante de ma sœur. Celle dont ma mère avait bruyamment prétendu qu'elle avait rencontré un petit obstacle de trésorerie. Chloé n'avait pas juste acheté un manteau de luxe. Elle finançait l'intégralité de sa start-up avec ma capacité d'emprunt, canalisant l'argent directement par l'adresse de mon père. Ils ont siphonné 55 000 € en achats de détail et à compte de fournisseurs, a expliqué David en pointant l'écran. Et tard hier soir, ils ont tenté de virer les 45 000 € restants directement sur la SARL de Chloé pour garantir un bail commercial. Comme le montant du virement était massif et que la destination n'avait aucune association préalable avec votre historique financier, notre algorithme a strictement gelé le compte. Ils n'avaient pas conduit jusqu'ici à l'aube pour s'excuser ou expliquer une erreur. Ils étaient venus pour intimider le directeur de l'agence afin qu'il lève le gel de sécurité, pour qu'il puisse finir de voler le reste de mon plafond avant que le service des fraudes ne puisse joindre mon vrai numéro de téléphone. David, ai-je dit calmement, imprimez le registre des transactions. Imprimez les métadonnées de la demande montrant l'adresse IP utilisée pour soumettre le dossier. Imprimez le scan haute résolution de la fausse pièce d'identité. Il a hésité une fraction de seconde. Céline, fournir le dossier complet de l'audit interne des fraudes directement à un client officialise la plainte. La banque sera légalement tenue de lancer une enquête interne immédiatement, et nous devrons signaler la fausse pièce d'identité aux autorités compétentes. Il n'y aura pas de retour en arrière une fois que j'aurai appuyé sur imprimer. Je ne demande pas de retour en arrière, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je suis victime d'une usurpation d'identité. Imprimez les journaux. David a hoché la tête une fois. La lourde imprimante laser industrielle dans le coin de son bureau s'est mise à vrombir. Le bruit du papier craquant glissant dans le bac de sortie était le bruit d'un piège qui se referme. Il a rassemblé les documents, les a agrafés dans le coin supérieur gauche et a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur son bureau en chaîne. Les cartes supplémentaires qu'ils détiennent dans le hall sont définitivement désactivées, a déclaré David officiellement. Le virement de 45 000 € est annulé. Le compte est verrouillé sous un statut de fraude active. J'ai placé l'enveloppe dans mon sac. Je vais m'occuper du hall. Je me suis levé, ajustant mon blazer sur mesure. Je ne suis pas sorti en trombe. J'ai ouvert la lourde porte en verre de son bureau d'un mouvement fluide et contrôlé, et je suis retourné dans la lumière crue des néons de la salle d'attente. Béatrice s'est immédiatement levée du canapé en cuir, lissant son chemisier en soie avec un sourire triomphant et condescendant. Richard a regardé sa lourde montre en argent et a croisé les bras, prêt à accepter la victoire. Chloé a finalement levé les yeux de son téléphone, l'air profondément ennuyé. Enfin, a soupiré bruyamment Béatrice, s'assurant que les deux guichetiers derrière le comptoir puissent entendre chacun de ses mots. Je suppose que David a levé la retenue. Chloé a rendez-vous avec l'agent immobilier dans 1 heure, Céline. Nous n'avons pas de temps à perdre avec tes caprices. Richard s'est avancé, projetant l'autorité impatiente d'un homme qui croyait que les règles de la société se pliaient à sa convenance. Signe l'autorisation, Céline. Nous rédigerons un échéancier de remboursement ce week-end. Tu fais honte à la famille pour un simple crédit relais. Chloé a serré son sac à main de prix contre son manteau en laine. Sérieusement, c'est juste du crédit. Tu as plein de liquidités. Tu agis comme si on t'avait volé un rein. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur ai pas demandé comment ils avaient pu me trahir. J'ai regardé directement ma sœur, ma voix portant clairement à travers le marbre silencieux et poli du hall de la banque. Il n'y a pas de crédit relais, ai-je dit. Mon ton était aussi plat et lourd qu'une porte de chambre forte. Le compte est gelé de façon permanente. Le virement de 45 000 € vers ta SARL a été annulé. Les 55 000 € de dépenses diverses ont été signalées comme fraude bancaire au niveau national. Le sourire de façade de Béatrice s'est brisé instantanément. Ses yeux se sont écarquillés,
et une faille tranchante et irrégulière de véritable panique a finalement craquelé sa façade arrogante. « Tu ne peux pas faire ça », a sifflé Béatrice en s'approchant, baissant le volume de sa voix pour adopter un murmure agressif et frénétique. « Tu vas ruiner le lancement de ta sœur. Nous avons signé le bail commercial. Si ce virement ne passe pas aujourd'hui, Chloé est en rupture de contrat. » « Je n'ai pas autorisé cette demande, Béatrice, » ai-je répondu, refusant délibérément de l'appeler maman. « Je ne t'ai pas autorisé à télécharger une fausse carte d'identité avec mon visage et l'adresse du bureau d'architecture de Richard. Je ne t'ai pas donné la permission de virer des fonds sur la SARL de Chloé. » Le visage de Richard s'est assombri, virant au rouge cramoisi. Il est entré directement dans mon espace personnel, tentant d'utiliser sa corpulence pour m'intimider, une tactique totalement inutile face à une trace écrite. « Écoute-moi très attentivement, Céline, » a averti Richard, sa voix n'étant plus qu'un grondement sourd et dangereux. « Tu vas retourner dans ce bureau et arranger ça. Tu ne vas pas détruire cette famille pour de la paperasse. » « Ce n'est pas de la paperasse, » ai-je répondu froidement. « C'est un crime. » J'ai ouvert ma pochette juste assez pour en sortir la première feuille de papier que David avait imprimée. Je l'ai tenue en l'air, la gardant parfaitement plate et visible dans la lumière stérile. « Voici les métadonnées de la demande, » ai-je dit, énumérant les faits comme si je lisais une liste de courses. Cela prouve que la fausse carte d'identité a été téléchargée depuis une adresse IP enregistrée au nom de votre cabinet d'architecture. Et les détails d'acheminement prouvent que le virement n'était pas destiné à un propriétaire commercial. Il allait directement sur le compte personnel de Chloé. Le sang a déserté le visage de Richard si vite qu'il a eu l'air physiquement malade. Il a fixé le journal d'audit imprimé comme s'il s'agissait d'un explosif amorcé. Béatrice a cessé de respirer. Elle a agrippé le bras de Richard, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la veste de son costume. Chloé a fait un soudain pas en arrière involontaire, le manteau en vigogne paraissant soudain lourd sur ses épaules. « Papa » a chuchoté Chloé, la voix tremblante. « De quoi parle-t-elle ? Tu avais dit que tu avais sa permission. » Richard n'a pas reculé. Au lieu de cela, ses yeux se sont plissés, et la panique dans sa posture a été remplacée par une certitude froide et calculatrice. Il a réalisé que le directeur de la banque ne plierait pas et que la carte de crédit était morte. Alors, il a pivoté vers son plan de secours. Il a glissé la main à l'intérieur de sa veste de costume sur mesure et en a sorti un document plié, imprimé sur du papier légal épais. « Tu crois que tu peux nous arrêter comme ça ?» a dit Richard, sa voix baissant pour que je sois la seule à l'entendre. « Nous avions prévu que tu pourrais te montrer peu coopérative, Céline. Tu as un travail d'entreprise très exigeant. Tu as été tellement stressée ces derniers temps. » Il a déplié le document et l'a tenu juste assez haut pour que je puisse lire le titre en gras tout en haut, mandat de protection future et procuration légale. « Nous n'avons pas seulement ouvert une carte de crédit, » a chuchoté Richard, un sourire cruel effleurant les coins de sa bouche. « Tu as signé ceci le mois dernier, m'accordant la pleine procuration financière pour gérer tes actifs en cas d'incapacité, et nous avons un sceau notarié pour le prouver. » Je n'ai pas scié. Mon esprit a simplement accéléré. Ils n'avaient pas seulement volé une ligne de crédit. Ils avaient fabriqué un mécanisme légal pour détourner toute mon existence financière. J'ai regardé le document. J'ai immédiatement reconnu le sceau du notaire. C'est alors que mon téléphone a vibré avec une alerte automatisée de ma société de courtage en investissement principal. La vibration contre ma paume a été une seule impulsion continue. Je n'ai pas rompu le contact visuel avec mon père pendant que j'inclinais l'écran de mon téléphone vers le haut, juste assez pour lire la bannière de notification qui brillait d'un blanc cru sur le fond sombre. Alerte de sécurité. Horizon Patrimoine. Demande urgente de liquidation de 250 000 € du portefeuille d'investissement principal reçu. En attente de vérification du document de procuration. Le sourire cruel et confiant de Richard s'est élargi d'une fraction de centimètre. Il avait parfaitement chronométré l'assaut. Pendant que ma mère et ma sœur faisaient une diversion bruyante au Crédit Méridien pour 45 000 € sur une carte de crédit frauduleuse, mon père avait faxé sa fausse procuration légale directement à mon courtier pour siphonner $250 000 des économies de toute ma vie. Il pensait que c'était un coup de maître brillant. Il pensait que le poids purement intimidant d'un document notarié m'écraserait et me forcerait à une soumission paniquée. Il s'attendait à ce que j'abandonne les fonds de la banque juste pour sauver mes investissements principaux. Béatrice a instantanément compris que Richard avait joué son atout,
et elle a changé de tactique de manière fluide. Elle est passée de l'arrogance d'une personne qui a tous les droits au rôle d'une matriarche profondément inquiète et résignée face à une enfant instable. Elle a regardé par-dessus mon épaule vers les deux guichetiers debout derrière le comptoir en plexiglas, les yeux embués de larmes théâtrales fabriquées de toutes pièces. « Je suis tellement, incroyablement désolé que vous ayez à assister à cela, » a dit Béatrice au personnel, la voix tremblante d'une pitié parfaitement répétée. Céline souffre d'une immense détresse psychiatrique à cause de son entreprise. Nous avons dû intervenir et assumer la tutelle légale de ses finances pour sa propre protection. Elle est simplement confuse et elle s'emporte. Nous essayons juste de lui obtenir les soins médicaux dont elle a désespérément besoin. C'était une stratégie de manipulation d'une efficacité terrifiante. Si je lui hurlais dessus, si je pleurais, si j'essayais d'arracher physiquement le lourd papier légal des mains de mon père pour le déchirer, je validerais instantanément son récit. J'aurais exactement l'air de la fille instable et erratique faisant une crise de nerfs publics dans le hall d'une banque, et ils auraient exactement l'air des tuteurs fatigués et responsables essayant de me protéger de moi-même. Alors, je ne leur ai pas donné en spectacle. Je leur ai donné de la procédure. Puis-je examiner le document, Richard, ai-je demandé, ma voix polie, égale et totalement dépourvue de la moindre émotion reconnaissable. Richard a hésité. Il était profondément méfiant face à mon calme, mais son ego monumental a fini par l'emporter, et il voulait que je lise les termes exacts de ma propre défaite écrits noir sur blanc. Il a gardé une poigne de fer sur le coin supérieur du papier épais et me l'a tendu pour que je l'inspecte sous la dure lumière des néons. Je n'ai pas essayé de l'attraper. J'ai simplement laissé mes yeux parcourir le texte standard dense. C'était une procuration légale classique, accordant légalement à Richard une autorité absolue et totale sur mes biens immobiliers, mes comptes bancaires et mes portefeuilles d'investissement. Mais je ne lisais pas les clauses de responsabilité financière. Je cherchais le bloc de signature tout en bas de la deuxième page. Il y avait ma signature falsifiée. À côté, la date de signature, 14 octobre. Et juste en dessous, le sceau à l'encre bleue en relief du notaire qui avait juré sous peine de parjure que je m'étais physiquement tenu devant lui pour céder mon autonomie financière. Evelyne Vasseur. Fin de commission 2029. République française. Evelyne Vasseur, ai-je lu à voix haute, m'assurant que ma voix porte clairement et sèchement à travers le hall silencieux en marbre. La responsable principale des actes de vente de votre cabinet d'architecture, Richard. C'est le tampon officiel de votre propre employé. Evelyne est une notaire agréée et assermentée, a répliqué Richard en croisant les bras, instantanément sur la défensive mais tentant de rester fondamentalement impassible. Un document légal n'est valide que si le mandant le signe réellement en présence physique du notaire, ai-je répondu, dézippant la pochette en plastique rigide que j'avais apportée de mon coffre-fort. Et puisque je n'ai pas mis les pieds dans votre cabinet d'architecture depuis plus de 2 ans, Evelyne vient de commettre une fraude notariale pour vous aider à exécuter un crime financier. Chloé a laissé échapper un halètement aigu et paniqué, serrant son sac de créateur contre son manteau hors de prix. Papa, a-t-elle sifflé, ses yeux allant frénétiquement de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vérifie la date exacte qu'Evelyne a tamponnée sur ce faux, ai-je dit en pointant directement la ligne sous le sceau bleu sans toucher le papier. Béatrice a levé les yeux au ciel, s'appuyant lourdement contre la porte vitrée du directeur de l'agence. Oui, Céline. Le 14 octobre. Le jour où tu es finalement venu au bureau en pleurant et as accepté de laisser ton père t'aider à gérer ton portefeuille stressant et écrasant. Où veux-tu en venir exactement? Je ne lui ai pas répondu directement. J'ai plongé la main au fond de ma pochette en plastique, j'ai ignoré mes relevés bancaires, et j'ai sorti mon passeport physique bleu marine de l'Union européenne. Je l'ai ouvert sur les pages du milieu, je l'ai posé complètement à plat sur la petite table en marbre de la salle d'attente, et j'ai tapoté l'encre brillante et indéniable d'un tampon de douane internationale, juste à côté de leur faux document légal. Où je veux en venir, Béatrice, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, c'est que le 14 octobre, je me trouvais physiquement à Genève pour un sommet mondial sur la chaîne d'approvisionnement. J'ai quitté le pays le 12 et je suis rentré le 18. Voici le tampon d'entrée de l'aéroport de Genève. Voici le tampon de sortie. Et sous ce passeport se trouve le manifeste du vol d'entreprise. Le silence qui s'est abattu sur le hall du Crédit Méridien fut absolu, dense et étouffant. Les guichetiers ont complètement arrêté de taper, leurs mains planant figées au-dessus de leur clavier. Le vigile armé près de l'entrée a cessé de balancer son poids. Richard a baissé les yeux sur l'encre du passeport.
Le sang a déserté son visage en une vague rapide et très visible. Le patriarche arrogant et bulldozer s'est évaporé dans les airs, remplacé instantanément par un homme réalisant qu'il venait d'ancrer un crime majeur à un mardi que j'avais passé à plus de 500 km de là, dans un autre pays. La bouche de Béatrice s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son masque maternel condescendant s'est complètement dissous, ne laissant place qu'à une terreur pure et non filtrée. Elle a regardé l'encre du passeport, puis le faux document toujours dans la main de Richard, son esprit essayant frénétiquement de construire un nouveau mensonge assez rapidement pour combler le gouffre impossible de son récit. « Tu ne pouvais pas être à Genève », a balbutié Chloé, sa voix soudain aiguë, fluette et dénuée de tout droit acquis. « Tu avais dit à maman que tu travaillais de chez toi toute cette semaine-là. » J'ai dit à Béatrice que j'étais indisponible, ai-je corrigé froidement, mes yeux ne quittant jamais le visage pâle de Richard. Un notaire qui vérifie officiellement la signature d'une personne dont le contrôle aux frontières prouve qu'elle se trouve dans un autre pays n'est pas une simple erreur d'écriture, Richard, ai-je déclaré clairement, ma voix résonnant dans la pièce. C'est une association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie. Cela entraîne de lourdes peines de prison et révoque immédiatement et de façon permanente l'agrément de l'employé qui l'a tamponné. Je ne leur ai pas laissé un seul instant pour se regrouper ou élaborer une stratégie. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche, j'ai ouvert mon application de messagerie cryptée, et j'ai rédigé un nouveau message. J'ai tapé l'adresse directe de la division antifraude de la Chambre des notaires. J'ai mis mon avocat personnel et le département des fraudes institutionnelles de mon compte Horizon en copie. « Qu'est-ce que tu fais » a exigé Richard, sa voix tombant dans une panique désespérée et avide alors qu'il réalisait qu'il avait perdu le contrôle absolu de la pièce. « J'exécute une frappe chirurgicale » ai-je répondu calmement, mes pouces volant sur le clavier numérique sans briser mon rythme. Je joins une photographie en haute résolution de votre faux document et des métadonnées de la demande imprimée par David, montrant la trace de l'adresse IP menant directement à votre bureau. Je signale officiellement Evelyne Vasseur pour fraude notariale et je vous signale pour tentative de détournement de fonds. J'ai appuyé sur envoyer. La poitrine de Richard s'est soulevée. Tu as dénoncé Evelyne. Elle va perdre son habilitation. Elle va être inculpée. Oui, ai-je approuvé calmement, glissant mon téléphone dans ma poche. Et quand l'enquêteur verra son registre notarial physique, il constatera que ma signature est totalement absente de l'entrée du 14 octobre, parce que je n'y étais pas. Et quand Evelyne réalisera qu'elle fait face à des accusations criminelles de fraude et à une peine de prison, elle ne va pas protéger votre cabinet d'architecture. Elle va dire aux enquêteurs exactement qui lui a ordonné d'apposer ce tampon sur un document falsifié. Richard a ouvert la bouche pour parler, mais la lourde porte en verre dépoli du bureau du directeur s'est ouverte d'un coup sec derrière nous. David Laurent a fait un pas dans le hall. Il ne s'était pas contenté de se cacher derrière son bureau. Il avait observé tout l'échange à travers la vitre, écoutant Richard admettre verbalement son intention de m'extorquer avec ses documents devant témoins. David, a balbutié Richard, essayant frénétiquement de replier la fausse procuration dans la veste de son costume. Vous ne partez pas avec ce document, a répondu David, d'un ton glacial, autoritaire et inflexible, se plaçant habilement en travers du chemin de Richard pour bloquer la sortie. Il s'agit maintenant d'une preuve matérielle dans le cadre d'une enquête active pour fraude bancaire. Remettez-le-moi immédiatement, ou j'ordonnerai à mon vigile de verrouiller les portes extérieures et j'appellerai la police. Béatrice a haleté, sa main manucurée volant à sa poitrine. Chloé s'est recroquevillée contre la machine à café, ses yeux dardant frénétiquement vers les portes de sortie en verre. Richard s'est figé. S'il remettait le papier, la banque enregistrerait officiellement le faux comme pièce à conviction. S'il refusait, il aurait exactement l'air d'un criminel tentant de détruire des preuves devant témoins. Il a fourré l'épée papier légale dans les mains tendues de David, la mâchoire si serrée qu'un muscle a visiblement tressailli sur sa joue. David n'a même pas regardé le papier. Il tenait le combiné du téléphone de son bureau dans l'autre main. Il a croisé mon regard, puis a regardé mon père droit dans les yeux. « Céline » a dit David, sa voix résonnant dans le hall silencieux. « Votre courtier vient d'appeler ma ligne directe à l'agence. Ils ont reçu votre email et les preuves photographiques de votre absence physique lors de la notarisation. » Béatrice a laissé échapper un son qui était mi-sanglot, mi-hoquet, réalisant que l'étau se resserrait depuis de multiples institutions simultanément. David a abaissé le téléphone. Il ne se contente pas de verrouiller votre portefeuille d'investissement, Céline, a-t-il annoncé, ses yeux fixés fermement sur Richard.
L'équipe de conformité d'Horizon vient de déclencher une alerte nationale de fraude multi-institutionnelle, et ils envoient la brigade financière dans cette agence en ce moment même. Le mot brigade financière est resté suspendu dans l'air climatisé et stérile du hall du Crédit Méridien comme un poids physique. Le doux bourdonnement ambiant du bâtiment a semblé s'arrêter net. Les deux guichetiers debout derrière le plexiglas blindé ont lentement retiré leurs mains de leur clavier, échangeant un regard silencieux aux yeux écarquillés avant de s'éloigner doucement de leur caisse. Le vigile armé posté près de l'entrée n'a pas dégainé son arme, mais il a subtilement modifié sa posture, se déplaçant pour se tenir fermement au centre exact de la double porte de sortie en verre. Le visage de Richard a subi une transformation catastrophique et irréversible. L'architecte calculateur qui venait de tenter d'extorquer $250 000 à sa propre fille s'est complètement évaporé alors qu'il regardait les lourdes portes en verre, puis le garde armé, et enfin David Laurent. « David, vous devez les rappeler » a bafouillé Richard, la voix brisée, totalement dépouillé de son habituelle autorité tonitruante de salle de réunion. « Je ne travaille pas pour votre courtier, Richard, a répondu David, sa voix une ligne plate et intransigeante de protocole institutionnel, et je ne peux pas annuler une intervention policière pour un crime commis au sein de mon agence. J'ai déjà enfermé la fausse procuration dans mon bureau, et le fichier numérique de la demande contenant la fausse carte d'identité est sécurisé dans notre file d'attente des fraudes. La chronologie des événements n'est plus entre mes mains. » Béatrice a poussé un hoquet brusque et saccadé. Son personnage méticuleusement construit de mère patiente et résignée s'est brisé en 1 million de morceaux irréparables. Elle a trébuché en arrière, ses talons de créateur butant maladroitement sur le sol en marbre poli jusqu'à ce qu'elle heurte lourdement le canapé d'attente en cuir. « Richard, fais quelque chose !» a sifflé Béatrice, sa voix vibrant d'une panique brute et sans filtre. Elle a agrippé son bras, ses ongles enfoncés férocement dans le tissu luxueux de son costume sur mesure. « Dis-lui de supprimer le dossier de demande. Nous n'avons pas vraiment pris le virement. L'argent est toujours à la banque. C'est une erreur sans victime. » Une erreur sans victime, ai-je répété, ma voix tranchant son hystérie montante avec une précision chirurgicale. Tu as intercepté 55 000 € de ma capacité de crédit pour financer des achats de luxe. Tu as fabriqué une carte d'identité gouvernementale avec mon visage dessus. Tu as comploté avec ton employé pour commettre une fraude notariale et tu as tenté de liquider mon portefeuille d'investissement principal. Le fait que le système vous ait attrapé ne signifie pas que vous êtes innocent, Béatrice. Cela signifie simplement que vous êtes mathématiquement incompétent. Chloé tremblait physiquement. Le manteau immaculé de couleur poil de chameau en vigonne semblait soudain absurdement lourd sur ses épaules étroites. Un costume de luxe qu'elle avait volé mais qu'elle n'avait pas les moyens de porter. Elle a regardé le sac de créateur posé sur la table en marbre, puis m'a regardé, les yeux écarquillés par la réalisation soudaine et horrifiante de sa propre culpabilité. Céline, a chuchoté Chloé, sa voix fluette, mince et dépourvue de sa suffisance habituelle. Céline, s'il te plaît. Je n'ai signé aucune des demandes. Je voulais juste lancer mon entreprise. Maman et papa m'ont dit qu'ils avaient un arrangement privé avec toi. Ils ont dit que tu étais une associée silencieuse dans la SARL. Je ne savais pas qu'ils avaient imité ta signature. Tu savais que je n'étais pas une associée silencieuse, ai-je répondu froidement, en croisant les bras. Tu le savais parce que je t'ai explicitement dit à Noël que je ne financerais pas une entreprise de décoration d'intérieur pour quelqu'un qui n'a jamais su équilibrer un tableau Excel de base. Tu n'as posé aucune question parce que tu voulais le manteau, le sac et le bail commercial plus que tu ne voulais la vérité. Richard s'est dégagé avec force de la poigne frénétique de Béatrice. Sa poitrine se soulevait, sa lourde montre en argent accrochant la lumière crue des néons alors que ses mains commençaient à trembler de façon incontrôlable. Il a de nouveau regardé vers la sortie, les yeux fuyant de tous côtés pendant qu'il calculait ses chances de fuite de plus en plus minces. « Nous partons », a annoncé Richard, sa voix montant d'une octave par pur désespoir. Il a attrapé Béatrice par le coude et a fait un grand geste vers Chloé. « Prends ton sac, Chloé. Nous sortons de ce bâtiment à l'instant même. Ils ne peuvent pas nous retenir ici légalement sans un mandat officiel. » Richard a fait 2 pas rapides et agressifs vers les portes de sortie en verre. Il n'est pas arrivé au 3e. Le garde armé a levé une main épaisse et gantée, se plaçant parfaitement au centre du passage, bloquant les capteurs électroniques pour que les portes ne s'ouvrent pas. « Monsieur, je vais devoir vous demander de rester exactement où vous êtes, a déclaré le garde, sa voix totalement dénuée de la moindre chaleur commerciale.
Le directeur de l'agence a initié un protocole de confinement strict en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Poussez-vous de mon chemin, a craché Richard, essayant désespérément de projeter la domination d'un cadre riche habitué à commander le personnel de service. Vous êtes un agent de sécurité privée. Vous n'avez pas l'autorité légale pour me détenir. J'ai l'autorité explicite de sécuriser le périmètre d'une institution financière assurée par l'État pendant un événement de fraude actif et vérifié, a répondu le garde, sa main reposant avec désinvolture mais de manière délibérée près de sa ceinture d'intervention. Si vous tentez de forcer physiquement cette porte, je serai obligé de vous maîtriser jusqu'à l'arrivée des autorités. Richard s'est arrêté net. La réalité de la frontière physique l'a finalement brisé. Il n'était pas dans une salle de conseil d'administration où il pouvait dicter ses conditions. Il était dans une cage de sa propre fabrication, entouré d'une trace écrite irréfutable. Il a fait volte-face pour me faire face, le visage couvert d'une sueur froide et pâle. Céline, a-t-il supplié, baissant la voix, essayant d'y injecter une chaleur paternelle désespérée qui m'a donné la chair de poule. Céline, s'il te plaît. Si la police passe ses portes, mon cabinet d'architecture est complètement fini. Mes licences professionnelles seront révoquées à vie. Béatrice et moi pourrions aller en prison. Tu es notre fille. Tu ne peux pas les laisser nous faire ça. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas adouci ma posture. J'ai regardé l'homme qui venait de tenter de réduire toute mon existence financière en cendres tout en me regardant dans les yeux. Je ne les laisse rien te faire, Richard, ai-je dit. Mon ton était aussi plat et inflexible que le marbre sous nos pieds. J'ai simplement fourni mon bon numéro de téléphone et mon passeport physique. Tu as fait tout le reste. Béatrice s'est caché le visage dans les mains, poussant un sanglot théâtral bruyant qui a résonné sous les hauts plafonds. Mais il n'y avait plus de public à manipuler. Les guichetiers l'observaient avec un dégoût silencieux et non masqué. David Laurent se tenait près de la porte de son bureau, les bras croisés, l'expression taillée dans la pierre. Céline, s'il te plaît, a supplié Chloé, les larmes coulant finalement sur son mascara, réalisant que sa proximité avec la scène de crime allait l'entraîner dans leur chute. Dis-leur que c'était un énorme malentendu. Dis-leur que nous avions ta permission verbale. Non, ai-je dit sèchement. À travers les lourdes vitres du hall du Crédit Méridien, des gyrophares rouges et bleus se sont mis à clignoter silencieusement, se reflétant sur la circulation grise du matin. 2 véhicules SUV banalisés se sont engagés brusquement sur le parking, bloquant agressivement la berline de luxe de Richard et le SUV de Chloé. 4 individus sont sortis des véhicules, 2 officiers de police en uniforme et 2 inspecteurs en civil portant des gilets tactiques ornés de l'insigne de la brigade financière. L'inspecteur principal a marché d'un pas déterminé vers l'entrée, tenant son insigne contre la vitre blindée et fixant directement le garde de sécurité. Le garde a hoché la tête, reculant pour annuler manuellement le verrouillage électronique. Au moment où la lourde porte en verre s'est ouverte, le bruit ambiant de la ville s'est déversé dans le hall silencieux. L'inspecteur a fait un pas à l'intérieur, son regard perçant balayant la pièce. Il a complètement ignoré ma famille tremblante, se dirigeant tout droit vers David et moi, ses yeux atterrissant sur le passeport bleu marine ouvert, posé sur la table en marbre. L'inspecteur n'a pas demandé au guichetier qui causait un trouble à l'ordre public. Il s'est arrêté devant la petite table en marbre, ses yeux passant de mon passeport ouvert à l'épaisse enveloppe et à la fausse procuration dans les mains de David Laurent. L'instinct de survie de Richard s'est activé immédiatement. Il a abandonné sa posture désespérée d'animal acculé et s'est précipité vers l'inspecteur, adoptant instantanément le ton lisse et persuasif d'un riche patriarche inquiet tentant de gérer une erreur de service. « Inspecteur, Dieu merci vous êtes arrivé », a dit Richard, les mains levées dans un geste de diplomatie répété, forçant un sourire tendu et anxieux. C'est un terrible malentendu familial qui a dégénéré. Ma fille Céline souffre d'une grave détresse psychiatrique. Nous avons simplement sécurisé une ligne de crédit temporaire et une procuration pour garantir que ses actifs soient protégés pendant qu'elle cherche un traitement en clinique. Elle est paranoïaque et s'en prend à sa mère et à moi. L'inspecteur n'a pas serré la main tendue de Richard. Il ne l'a même pas regardé. Il a regardé directement le directeur de l'agence. « Je suis l'inspecteur Rousseau, de la brigade financière », a-t-il déclaré, sa voix étant un bourdonnement grave et rocailleux qui exigeait une soumission immédiate et totale dans la pièce. Nous avons reçu une escalade prioritaire automatisée d'Horizon Patrimoine, corroborée par un signalement de fraude numérique directe déposé depuis cette agence spécifique. « Je suis David Laurent, le directeur de l'agence », a répondu David,
sa voix résonnant d'une froide autorité institutionnelle. La bouche de Richard s'est ouverte, mais les mots diplomatiques et lisses sont morts dans sa gorge. Une pâleur grisâtre et maladive a inondé son visage. Je me suis avancé. Je n'ai pas élevé la voix pour rivaliser avec les mensonges de mon père. J'ai simplement tapoté mon passeport bleu marine ouvert. Bonjour, je m'appelle Céline, ai-je dit calmement. La procuration que mon père tient prétend que je l'ai signée dans son cabinet d'architecture le 14 octobre, officiellement vérifié par le tampon de son employé notaire. Les tampons d'entrée et de sortie de ce passeport physique prouvent que je me trouvais à Genève, en Suisse, du 12 au 18 pour un sommet d'entreprise. L'inspecteur Rousseau a baissé les yeux sur l'encre sombre du passeport. Il a regardé le sceau notarial bleu en relief sur l'épais papier légal. Il n'avait pas besoin d'une confession larmoyante ou d'une crise de nerfs dramatique. Il avait une impossibilité géographique et mathématique. Il a reporté son attention sur Richard. « Monsieur », a dit l'inspecteur, son ton dépourvu de toute sympathie. « Une dispute familiale, c'est une dispute lors d'un repas de fête. Une fausse procuration notariée utilisée pour tenter de liquider 250 000 d'euros à travers les frontières, c'est un crime financier de la plus haute gravité. » Béatrice a poussé un halètement perçant et court. La matriarche condescendante, qui m'avait dit que je n'avais droit à absolument rien, s'est complètement dissoute dans une terreur pure. « Nous n'avons rien pris en réalité, a-t-elle hurlé, pointant un doigt manucuré et tremblant vers moi, ses larmes ruinant son maquillage coûteux. L'énorme virement n'est même pas passé. Personne n'a perdu d'argent réel. Vous ne pouvez pas nous arrêter pour avoir essayé de garantir un bail commercial pour aider notre propre fille. Madame, a répondu Rousseau en dégainant souplement une paire de lourdes menottes en acier de sa ceinture tactique. Vous avez réussi à escroquer une institution bancaire à hauteur de 55 000 euros en frais de luxe en utilisant une fausse carte d'identité portant votre signature. Le fait que la banque ait bloqué votre deuxième tentative, plus importante, n'efface pas légalement la première. Le hall est tombé dans un silence de mort alors que les menottes en métal froid cliquetaient sèchement autour des poignets de Béatrice. Elle ne s'est pas débattue. Ses genoux ont simplement lâché, et l'un des officiers en uniforme a dû la maintenir physiquement debout par les coudes. Son chemisier en soie sur mesure s'est instantanément froissé, son masque parfait et arrogant complètement détruit devant le personnel bancaire qu'elle venait d'insulter. Richard a fait un demi-pas en arrière, couvert de sueur froide. « Je suis un éminent architecte », a-t-il bafouillé, regardant les officiers comme s'ils avaient oublié leur place dans la société. « J'exige le droit immédiat d'appeler mon avocat d'affaires. » Vous aurez tout le temps d'appeler votre avocat depuis la cellule de garde à vue, a dit Rousseau, faisant un signe clair au deuxième officier de l'arrêter. Le bruit mécanique et saccadé des menottes en acier résonnant sous les hauts plafonds de marbre fut le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. Alors qu'il mettait Richard menottes au poignet, Chloé a finalement complètement craqué. Elle est restée figée près du fauteuil en cuir, serrant son sac de créateur immaculé contre son manteau en vigogne. « Maman, papa » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant en un sanglot aigu et pathétique. « Et mon bail commercial ? Le propriétaire a besoin de la caution aujourd'hui. Toute mon entreprise de décoration. » J'ai regardé ma jeune sœur, observant sa tenue de luxe achetée entièrement avec mon profil de crédit volé. « Ta SARL est morte, Chloé, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Le virement de 45 000 euros est définitivement annulé, et le sac de créateur que tu tiens actuellement est désormais officiellement classé comme marchandise volée, acheté avec des fonds frauduleux. Je te suggère fortement de le remettre aux agents tout de suite, avant qu'ils ne t'inculpent formellement pour recel de biens volés. Chloé m'a dévisagé, les yeux écarquillés par une terreur absolue. Avec des mains manucurées et tremblantes, elle a lâché le sac lourd et cher sur le sol en marbre comme s'il était en feu. Elle n'a pas été arrêtée sur le champ, mais elle s'est retrouvée totalement seule dans le hall. Son faux empire commercial réduit à rien d'autre qu'un manteau vide. J'ai regardé la police escorter activement mes parents à travers les lourdes portes en verre, vers la lumière grise du matin. Je n'ai pas ressenti de soudaine poussée émotionnelle de joie triomphante, j'ai juste ressenti le soulagement calme et constant d'un système fermé fonctionnant exactement comme prévu. David s'est tourné vers moi. La ligne de crédit Prestige est officiellement dissociée de votre numéro de sécurité sociale, a-t-il confirmé en retournant à son terminal. Les 55 000 euros d'achat sont désormais des pertes internes pour fraude du Crédit Méridien, que notre équipe juridique poursuivra agressivement contre vos parents pour obtenir une restitution maximale. Vous ne devez absolument rien, Céline.
L'équipe de conformité d'Horizon a également confirmé que votre portefeuille est verrouillé en toute sécurité sous un protocole biométrique secondaire. Ils n'ont pas touché un seul centime de vos liquidités réelles. J'ai hoché la tête une fois, j'ai refermé mon passeport et mes documents en toute sécurité dans ma pochette en plastique, et je suis sorti de la banque. 3 semaines plus tard, la trace écrite finalisait leur ruine absolue. Alors que la Chambre des notaires révoquait définitivement la licence d'Evelyne Vasseur, qui risquait de lourdes peines de prison pour fraude, Evelyne a immédiatement retourné sa veste. Elle a fourni aux enquêteurs des emails internes horodatés prouvant que Richard lui avait explicitement ordonné de tamponner la fausse procuration sous la menace directe d'un licenciement alors que j'étais hors du pays. Le cabinet d'architecture de Richard a été frappé par un audit de conformité massif et multi-agences, et sa licence d'exploitation a été suspendue indéfiniment dans l'attente d'un procès pénal. Lui et Béatrice ont été formellement inculpés pour de multiples chefs d'accusation de fraude bancaire, usurpation d'identité synthétique et association de malfaiteurs. Les provisions juridiques agressives requises pour leur éviter la détention provisoire ont complètement vidé leurs économies personnelles et les ont forcés à hypothéquer leur maison. Le propriétaire des locaux commerciaux de Chloé a rompu son bail à la seconde exacte où l'enquête pour fraude a été rendue publique dans les journaux économiques locaux. Sans ma capacité de crédit pour soutenir son ego démesuré, elle a été contrainte d'abandonner ses rêves de commerce de luxe, de revendre son SUV et d'accepter un emploi administratif subalterne pour répondre au téléphone, juste pour payer ses propres frais d'avocat exorbitants. J'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement permanente et inattaquable contre toute ma famille, et un juge l'a accordé sans hésitation après avoir lu le rapport de police officiel et le dossier numérique des métadonnées de la banque. Il pensait pouvoir utiliser le système bancaire pour m'effacer et détourner mon avenir financier, mais le système ne répond qu'à des preuves irréfutables. Et mes preuves étaient blindées.